Donc, quand vous avez arrêté, ça a repris. Vous sentez quoi, des palpitations? Bah, quand j'ai arrêté, ça fait 1 an. Tout est devenu normal et tout. Ouais. Après, le médecin, il m'a dit, si tu vois, il n'y a pas d'utilité, tout est devenu normal. Il m'a dit, ça peut être un passage, juste comme ça. Il m'a dit, s'il y a quoi que ce soit, tu reviens. Après, on a arrêté pendant 1 an. Là, il n'y a même pas, ça fait 10 jours. Je commençais à sentir la fatigue. J'étais épuisé. Et ça commence, il descend. Je ne l'entends plus, je ne le sens plus. Je sens un gène, en quoi il est très très bas. Et quand il reprend un peu, on dirait, j'ai vu quelque chose, c'est quelqu'un qui m'a fait peur. Après, il devient normal. J'ai dit à ma femme, il y a quelque chose que... Il m'a donné le bracelet, et quand je mets sa montre, et au fait, il descend le plus bas. Et c'est vrai, il descend le plus bas, après il revient normal. Dans les 87, il tape trop vite, après il revient à 87. Entre 65, 69 et 95. Il reste entre les deux. Mais le jour que j'étais hospitalisé en 2022, je crois, c'est là il a atteint les 280, je crois, ou 290. Et là, il a été au plafond. Ils m'ont dit c'est limite. D'accord. Ok. Alors, je fais un petit cours aux internautes et surtout les médecins, les jeunes médecins et même les cardiologues aussi, qui sont sur mes plateformes pour apprendre comment prendre en charge les malades en cardiologie. Donc, on ne vous voit pas, voilà, donc il n'y a pas de souci. Alors, chers médecins, jeunes médecins, cardiologues, je veux même dire rythmologue dans les spécialités du trouble du rythme. La prise en charge de la fibrillation auriculaire pose toujours un problème. Un problème concernant l'anticoagulation. L'anticoagulation est utile dans la prise en charge de la fibrillation atriale parce que le fait de voir les oreillettes battre en désordre, la chamade, comme on dit, peut entraîner une formation des caillots de sang dans le recessus, un petit coin de l'oreillette qu'on appelle l'auricule. Et ces caillots de sang peuvent, avec la circulation sanguine, aller au niveau des vaisseaux, enfin du cou, et aller au cerveau, entraîner un AVC. Voilà. Donc c'est ce qu'on craint. Et c'est pour cette raison que, par exemple, les collègues vous ont donné le médicament là pour fluidifier le sang qu'on appelle le Xarelto. Le Xarelto. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Aujourd'hui, on sait prévenir les AVC, les accidents thromboemboliques dus à la fibrillation atriale en donnant des anticoagulants. Mais le problème, c'est que l'anticoagulation a des risques parce qu'on peut faire des hémorragies, on peut saigner. Donc, il faut donner déjà la bonne dose. Et surtout, il faut tenir compte du fait qu'il y a le risque donc d'hémorragie chez certains patients fragiles, âgés, avec insuffisance rénale importante, des personnes qui font des chutes. Parce que si vous tombez, vous cognez quelque part, vous allez vous blesser. Donc, on doit peser le pour et le contre. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les personnes qui caillotent, donc qui font des caillots de sang lorsqu'ils ont une fibrillation auriculaire, c'est des personnes qui ont certains facteurs de risque. Le diabète, l'hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque, les personnes âgées, très âgées, par exemple, sont des personnes susceptibles de faire caillot de sang. Et c'est pour cette raison qu'il y a donc un score de risque qui a été imaginé par des gens très intelligents, un score de risque, plus votre score de risque de faire le caillot de sang lorsque vous avez une fibrillation atriale importante, plus il faut vous donner un anticoagulant absolument. Plus vous avez un score de risque important, plus vous avez besoin d'un anticoagulant. Et à partir d'un score de risque égal à 1, parce que le score de risque, il peut être égal à 1, à 2, à 3, à 4. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez un point, ou 2, ou 3, ou 4, vous allez donc être
à risque de faire un AVC et on vous donnera donc un anticoagulant. Et donc, on considère aujourd'hui que il faut donner des anticoagulants à partir d'un score Schatz-Vask. C'est ça un peu le score de risque, s'appelle Schatz-Vask. Supérieur à 1. Supérieur ou égal à 1. Dans le Schatz-Vask, il y a C qui veut dire une cardiopathie. Le fait d'avoir peut-être une insuffisance cardiaque, voilà, le cœur est en mauvais état. Dans le Schatz, il y a H. H qui veut dire hypertension artérielle. Quand vous avez de l'hypertension artérielle, c'est 1 point. Quand vous avez une cardiomyopathie sous-jacente, 1 point. Et puis il y a le A. Le A, c'est l'âge. Et l'âge là, c'est indice 2. Parce que si vous avez un âge supérieur à 75 ans, c'est 2 points. Si vous avez inférieur à 75, mais supérieur à 64, donc entre 65 et 74, c'est 1 point. Donc dans chaque CHA, il y a D. Le D là, c'est diabète. Si vous êtes diabétique, vous avez 1 point. Et puis il y a après le S. Et le S aussi, ça avait un indice 2. Le S, c'est stroke. Stroke qui veut dire AVC. Donc les patients qui ont déjà fait un AVC sont à risque de faire un nouvel AVC s'ils ont une fibrillation atriale. Et donc, on voit donc qu'il faut avoir au moins un de ces facteurs-là pour qu'on vous donne un anticoagulant. Et les anticoagulants aujourd'hui, vous savez, soit on donne le vieil anticoagulant, c'est-à-dire la coumadine ou la fluindione, le Préviscan ou le Cintron ou la coumadine, on peut donner ça. Mais aujourd'hui, on donne plus les anticoagulants. Allez, les nouveaux anticoagulants modernes, les anticoagulants directs oraux, comme dans la Pixaban ou le Rivaroxaban. Et vous donnez donc ça si le malade a au moins un facteur de risque. Or, vous, chers patients, vous avez quel âge? Vous m'avez dit 44 ans. 44 ans. 44 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore atteint les 64. Voilà. Donc, vous êtes assez jeune pour avoir ça. Est-ce que vous êtes hypertendu? Non. Est-ce que vous êtes diabétique? Non. Est-ce que vous avez une maladie cardiaque qu'on vous a décelée? Non. Est-ce que vous avez déjà fait un AVC? Non. C'est-à-dire, mon patient a un score Schatz-Vask égal à 0. 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les données de la littérature, des études et les recommandations internationales, les recommandations qui doivent être respectées par tout le monde, par tous les cardiologues du monde, il n'a pas besoin d'un anticoagulant. Or, il m'a adressé, je vois son dossier parce qu'il a suivi quand même depuis longtemps, dans une clinique de premier niveau, une clinique de référence où il y a des rythmologues de haut rang, de haut vol que je connais dans la région parisienne, à Paris d'ailleurs, qui l'ont fait sortir avec un traitement anti-arythmique, ce qui est normal parce que les anti-arythmiques, c'est des médicaments qui vont traiter l'arythmie, qui vont essayer de restaurer le rythme sinusal. Le rythme sinusal. Parce que c'est quand même mieux d'être en rythme sinusal que d'être en fibrillation atriale. Parce qu'il y a des patients... Voilà, voilà. Surtout lorsque c'est une fibrillation atriale paroxystique et avec une fréquence qui est très importante, et surtout chez les jeunes, parce que les jeunes ressentent plus facilement le rythme que les personnes âgées. Les personnes âgées, bon, elles sont habituées et tout, ça, c'est devenu une maladie chronique chez ces personnes-là, donc elles arrivent à supporter ça. Mais un jeune qui fait une accélération du rythme, peut-être même à 150, 160, même 200 battements par minute, parce que la fibrillation atriale, ça bat la chamade, ça peut entraîner un rythme très rapide. Et les personnes vont ressentir ça. La qualité de vie est quelque chose de fondamental en médecine. Il faut soigner les malades qui ont une altération de la qualité de vie. Donc, le fait de donner des anti-arythmiques pour restaurer le rythme sinusal, c'est quelque chose de bien. C'est ce qu'il fallait faire. Et c'est ce qu'il a eu, puisqu'on l'a mis sur flécaïne, qui est un anti-arythmique, plus le bisoprolol, qui est un bêta-bloquant. Le bêta-bloquant, qui est un anti-arythmique, plus bradykardisant, c'est pour réduire le rythme en ralentissant la conduction entre les oreillettes et les ventricules. Donc ça, c'est bien. Et la flécaïne, qui est un anti-arythmique pur, qui va donc essayer de restaurer le rythme sinusal, ce qui est une bonne chose. C'est ce qu'on lui a donné. Et d'ailleurs, quand il a arrêté ce traitement
pendant une certaine période. Un an, il a arrêté et après il a refait encore. Il a eu une rechute. Il a eu une rechute, ce qui prouve qu'il a besoin. Mais cette fois-ci, par contre, il descend le très bas. Ouais. C'est désagréable. Et après, il monte en accélérant. Il fait taper en derrière un bon tac, 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 tac. Alors en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on a un traitement plus moderne. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'ablation de la fibrillation. C'est-à-dire qu'on peut aller dans votre cœur avec des sondes. On est dans une salle, il y a des caméras partout. Et on va, donc dans votre cœur, on va localiser là où les foyers de rébellion, donc de contraction anarchique, la contraction anarchique se fait. Donc c'est vraiment autour des veines qui arrivent dans le cœur, qui apportent le sang des poumons dans le cœur. Donc au niveau des veines, des veines pulmonaires qui sont donc là au niveau donc qui arrivent à l'abouchement du cœur, on va donc localiser les foyers de rébellion et on va les entourer, les séquestrer, les brûler pour éviter donc, et on va donc restaurer le rythme sinusal. C'est ce qu'on appelle l'ablation par radiofréquence, par exemple, on fait par radiofréquence ou alors par cryoablation, on fait l'ablation de la fibrillation auriculaire. Ça, c'est le traitement moderne qu'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, qu'on fait dans ce centre-là où vous aviez été, mais que nous aussi nous faisons ici, là, dans mon hôpital, l'hôpital de Montfermeil, on peut le faire. Donc, ça, on pourra discuter de ça. Mais mon propos, cher internaute, j'étais en train de vous dire que, donc, il a eu des antiarythmiques, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il a aussi sorti avec un autre médicament qui est un anticoagulant. On lui a donné un anticoagulant. C'est quand même des collègues rythmologues qui ont donné des anticoagulants. C'est dire combien nous sommes dans un domaine où l'application des recommandations n'est pas chose facile. Parfois, il y a le ressenti du médecin, son envie ou sa peur de faire le grand saut vers l'evidence-based medicine. Et donc, on a encore des disparités de prise en charge, même à un niveau très élevé de rythmologue. Vous voyez un peu? Parce que moi, je n'aurais pas donné d'anticoagulant à ce patient. Et je pense que beaucoup de cardiologues, de rythmologues n'auraient pas donné en suivant juste les recommandations telles que je vous les ai édictées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'a pas un risque. Voilà. Et en plus, le fait de le mettre sous antiarythmique et donc de restaurer son rythme sinusal. Quand vous êtes en rythme sinusal, normalement, vous n'allez pas faire, vous n'êtes pas cailloté, le sens, si vous êtes en rythme sinusal. Ce qu'on craint souvent, c'est que des gens sont en rythme sinusal, mais après, il y a peut-être un échappement thérapeutique et on repasse en arythmie. Mais si vous êtes jeune, vous avez un score Shadvas égal à 0, ben, bon, même si vous repassez en arythmie, ben, vous n'allez pas cailloter, donc on n'a pas besoin de vous donner. Donc la leçon que je voulais ici, là, vous enseigner, modestement, c'est dire que soyons assez à cheval sur les recommandations, surtout quand les choses sont vraiment tranchées. Et là, la question, elle est vraiment tranchée en médecine. Fibrillation atriale, c'est un sujet jeune, c'est-à-dire là, moins de 60 ans, qui n'a pas d'autres facteurs de risque de cailloter, dont un score Shadvas égal à 0, ne donnez pas des médicaments qui sont loin d'être sans effet secondaire. Les anticoagulants sont dangereux. Utiles, mais dangereux. C'est-à-dire que le rapport risque-bénéfice doit être évalué chaque fois qu'on veut donner un anticoagulant. Parce que on peut faire saigner le patient. Et vous savez, dans des pays comme la France, où la médecine aujourd'hui, elle est quand même sous pression, parce que les malades se plaignent, peuvent se plaindre, peuvent engager des procédures, peuvent se plaindre auprès de l'ordre des médecins. Donc vous vous imaginez, vous avez donné un anticoagulant à un patient qui n'en a pas besoin, et il fait une complication. Il fait une complication qui va lui entraîner d'autres choses. S'il a une famille très procédurière, ben écoutez, ça peut être compliqué pour vous. Hein. Ça peut être compliqué. Vous êtes souvent recevoir un courrier de l'ordre des médecins, ben écoute, vous êtes gentil, pourquoi vous avez donné ça, qu'est-ce que les recommandations disent et tout. Il faut pouvoir vous défendre. Et vous vous défendez avec des arguments solides, hein, avec des arguments sur les recommandations scientifiques. On dit que les recommandations disent que je peux ou je ne peux pas. On va dire, mais vous êtes gentil, mais les recommandations disent que non, quelqu'un qui a...
pas de, voilà, il n'en a pas besoin. Bon, voilà. Donc, tout ça, c'était simplement pour dire qu'il faut qu'on essaye un peu de, voilà, d'être up-to-date dans ces choses-là. Bon, maintenant, ceci dit, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, bon, voilà. Vous devez simplement pas arrêter le traitement antiarythmique. Et après, maintenant, c'est à vous de voir, si vous voulez vous débarrasser de ça totalement, vous pouvez revoir nos collègues, parce que vous habitez... J'habite ici. Ici, bon, voilà. Je suis parti de Paris. Voilà, donc, si jamais, par exemple, quand vous êtes là sous anti-arythmique, si vous supportez ça, vous prenez, hein, voilà, il vaut quand même mieux finalement être, ne pas passer par la case intervention, parce que ça a quand même aussi des risques, hein, voilà, aller dans votre cœur et tout, il y a quelques complications. Donc, si les anti-arythmiques vous soulagent, maîtrisent le truc, tant mieux. Mais s'il y a échappement, s'il y a échappement, ou alors vous êtes fatigué pour prendre les médicaments, et donc il y a une nouvelle crise, pensez à ce que je vous ai dit, vous pouvez revenir pour qu'on organise donc la procédure d'ablation. Allez, chers internautes, à très bientôt.